Bonjour à tous et à toutes et merci de votre courage pour ce dimanche matin. Et vous avez choisi cette session au lieu de faire la grasse matinée. Bon. Et je vais vous parler des phénotypes du syndrome d'apnée du sommeil, plutôt de sa forme obstructive. Et j'ai quelques objectifs à atteindre à l'issue de cet exposé. Et j'aimerais bien que l'audience puisse comprendre l'hétérogénéité des populations apnéiques, et notamment bien cerner les concepts de phénotype et d'endotype. Je voudrais qu'on puisse comprendre les limites de l'index d'apnée-hypopnée dans les décisions thérapeutiques et la réussite des traitements par PPC. Un autre objectif que j'aimerais atteindre à l'issue de cet exposé est d'identifier les phénotypes répondeurs et non répondeurs à la PPC. Et enfin, je dirais, il y a une nouvelle voie thérapeutique qui s'ouvre, ce sont les traitements combinés que on a tendance à négliger et ne pas insister suffisamment là-dessus. Et juste une petite introduction. Le tableau clinique du syndrome d'apnée du sommeil, classique, c'est l'homme, un obèse, ronfleur et somnolent. Et c'est comme ça qu'on a appris que le syndrome d'apnée du sommeil a été décrit tout au début. Eh bien, ça représente 15 à 20% des populations apnéiques en réalité, et la réalité est tout autre. Donc, pour cet exposé, voici le menu que je vous propose. Je vais faire une petite introduction sur les phénotypes et les endotypes. Je vais aborder pourquoi cet exposé et comment phénotyper, quels sont les endotypes, effectivement, quelles sont les perspectives thérapeutiques et puis quelques diapositives de conclusion. Eh bien, le phénotype, on sait ce que c'est l'ensemble des caractères observables d'un individu concernant une pathologie. Et les endotypes, c'est l'autre côté de l'iceberg. Les endotypes, ce sont des mécanismes physiopathologiques qui sont en lien avec, dans le cas de syndrome d'apnée du sommeil, avec l'obésité, avec la morphologie crânio-faciale, les fonctions et seuils de micro-éveil, l'activité des muscles des voies aériennes supérieures, la stabilité du contrôle ventilatoire de loop gain, qu'on vous a parlé tout à l'heure, des mouvements des liquides, ce qu'on appelle le fluid shift concept. Donc, tous ces phénomènes physiopathologiques induisent un certain nombre de phénotypes. Eh bien, les phénotypes, dans le cadre du syndrome d'apnée du sommeil, permettent de répondre à la complexité de cette maladie. Un phénotype clinique pourrait réunir les mêmes caractéristiques cliniques qui sont visibles, avoir des caractéristiques polysomnographiques, mais aussi des caractéristiques biophysiopathologiques, peut-être des marqueurs biologiques associés. On a vu un certain nombre de posters qui étaient dans cette voie hier. Et puis c'est encore un peu tôt, mais peut-être aussi il y a des anomalies génétiques derrière tout ça. D'abord, pourquoi phénotyper? Et quel intérêt nous avons à phénotyper nos patients apnéiques? Je pense que ça permet d'identifier des populations à risque de morbimortalité sur le plan cognitif, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan respiratoire avec le PCO, syndrome d'hypoventilation alvéolaire, mais également sur le plan métabolique et puis sur le plan d'accidentologie. Et puis, le fait de phénotyper permet également de proposer des traitements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus personnalisés. Faut-il utiliser une PPC ou choisir plutôt une orthèse ou une chirurgie ORL ou à l'amaigrissement ou le traitement postural. Donc, tous ces concepts sont utiles justement pour mieux gérer nos patients. Alors, comment phénotyper? On peut parler effectivement des phénotypes cliniques. On peut faire une liste interminable. Donc, on peut parler de SAS avec somnolence, avec insomnie, avec dépression, avec comorbidité cardiovasculaire, avec comorbidité respiratoire, SAS du sujet âgé, de la femme, de l'homme, de l'obèse, et puis des SAS ethniques en lien avec des morphologies crânio-faciales un peu particulières dans la population africaine ou asiatique.
Donc, la liste est interminable et ce sont des phénotypes cliniques qui ont été déjà abordés un petit peu dans la littérature. Et puis, depuis quelques années, nous essayons de valider, de mettre en route un certain nombre d'outils pour les cliniciens au quotidien afin de permettre très facilement de phénotyper des patients apnéiques et puis ensuite, derrière, proposer des endotypes. Donc, nous avons un questionnaire que nous avons développé qui fait déjà partie d'une étude de l'espace francophone de l'étude SOMNEF, dans lequel ce premier questionnaire de phénotypage du syndrome d'apnée de sommeil, SYNOP, est proposé. Et donc, dans lequel il y a un phénotype S qui prend la lettre principale de ronflement en anglais ou avec des apnées observées. Le phénotype avec insomnie, anxiété, voire dépression. Le phénotype avec somnolence diurne excessive et des siestes prolongées dans la journée. Le phénotype dans lequel effectivement figure l'obésité, le vieillissement, les sexes masculins, et puis le phénotype avec des comorbidités. C'est un questionnaire qui comporte une dizaine d'items que nous utilisons déjà dans l'étude de SOMNEF, dans lequel il y a eu déjà pas mal d'inclusions. Et puis une autre manière de phénotyper, c'est également des analyses par cluster, et ce sont des analyses statistiques, ce sont des regroupements statistiques qui correspondent à des regroupements statistiques à partir des informations que nous mettons dans l'analyse statistique. Au sein des populations qui sont très hétérogènes, des sous-groupes de patients homogènes sont identifiés. L'objectif des clusters, c'est ça. Donc, les individus d'une même classe sont le plus ressemblants possible et les individus des classes différentes sont les plus dissemblables possibles dans cette technique de regroupement statistique. Et puis, depuis 4-5 ans, nous voyons effectivement des études de clusters qui sont publiées. Il s'agit d'une lettre qui a été publiée dans Chest, d'une équipe française, dans lequel donc on recherche les relations entre le SAS et les phénotypes par l'analyse de clusters. Et dans cette étude, on a identifié 5 groupes, 5 phénotypes, et on va voir lesquels. Et parmi ces 5 phénotypes, effectivement, le premier phénotype correspond à la femme obèse, insomniaque, dépressive avec comorbidité. Le phénotype 2 correspond à l'homme très symptomatique avec comorbidité. Et puis le phénotype 3 est représenté par une population d'adultes jeunes inférieure à 65 ans, cette population est très symptomatique, cette fois-ci sans comorbidité. Et puis quatrième, symptômes nocturnes sans comorbidité. Et puis un cinquième phénotype un peu plus âgé, peu symptomatique, avec comorbidité. Et dans cette analyse, on a découvert que le groupe 3, c'est-à-dire des adultes jeunes inférieurs à 65 ans, était plus observant pour la PPC et les autres groupes ne l'étaient pas autant. Donc ça, c'est déjà une analyse. Et puis, une autre étude de cluster dans lequel on identifie 4 groupes qui sont classés selon la somnolence et l'insomnie. Il y a un phénotype avec somnolence, un phénotype avec insomnie, mais il y a également un phénotype avec somnolence et insomnie, et puis un quatrième, ni somnolent ni insomniaque. Et le groupe somnolent est composé effectivement d'un SAS obstructif sévère, et le groupe insomniaque est composé d'un groupe d'apnéiques moins sévère, mais finalement, les IAH ne les séparent pas, enfin, même si c'est statistiquement significatif, cliniquement, entre un IAH à 35 et un IAH 28, en principe, en termes de prise en charge thérapeutique, il n'y a pas une grande différence.
toujours dans ce raisonnement de cluster, il s'agit d'une étude de l'équipe de Grenoble dans lequel on constate que la majorité des clusters ont peu de symptômes. Donc tout ça nous met un peu dans l'embarras et finalement la symptomatologie classique de l'homme obèse ronfleur ne s'applique pas à la grande majorité des patients apnéiques. Et dans ce travail des Grenoblois, on identifie six clusters et le cluster jeune symptomatique en surpoids, somnolent, avec peu de comorbidité, représente un faible pourcentage de cette population. Alors, tout ça, c'était des phénotypes cliniques, mais on peut aussi parler des phénotypes polysomnographiques. Et dans ce contexte, on peut parler de SAS positionnel, de SAS pendant le REM, SAS avec micro-éveil respiratoire, SAS sans micro-éveil respiratoire. Le premier correspondrait à un faible niveau de seuil d'éveil, et seuil d'éveil augmenté. Le SAS hypercapnique, SAS avec hypoxie, SAS sans hypoxie. Alors, je vous présente l'oxymétrie de deux patients qui ont eu une polysomnographie. Vous avez juste les courbes d'oxymétrie de deux patients. Les deux ont exactement le même index d'apnée-hypopnée, alors que leur courbe d'oxymétrie n'est pas identique. Et donc, l'index apnée-hypopnée est identique, qui nous oriente dans notre démarche thérapeutique. Or, derrière, il y a d'autres paramètres qui sont extrêmement divergents. Peut-être la conduite à tenir ne sera pas identique pour ces deux profils. Que dire de SAS hypercapnique? Ça nous amène encore à cette réflexion d'instabilité ventilatoire, de loop gain, mais également, il y a des profils de patients apnéiques qui font des apnées longues avec des ventilations courtes. Quelle est la conséquence de ce profil polysomnographique? Eh bien, pendant l'alternance des événements respiratoires, pendant les phases d'hypopnée et d'apnée, il y a une accumulation de CO2. Et la ventilation qui suit cet événement respiratoire permet d'épurer et d'éliminer ce CO2 qui s'accumule. Eh bien, si la phase de ventilation, les cycles ventilatoires sont peu nombreux et la ventilation est très courte, cette épuration CO2 ne se fait pas suffisamment et le long de la nuit, d'une manière crescendo, nous constatons une accumulation de la capnie et au petit matin, le patient se réveille avec hypercapnie qui a accumulé au fur et à mesure durant la nuit. Donc, c'est également une forme polysomnographique de SAS hypercapnique et qui est liée à cette alternance d'apnée longue avec des ventilations courtes insuffisantes pour épurer ce CO2 qui s'accumule. Alors, je voudrais vous exposer trois polysomnographies de notre laboratoire et regardez avec un peu d'attention. Il y a 1, 2, 3 polysomnographies et j'ai trois patients. J'ai trois patients. Essayez de mettre des noms derrière ces polysomnographies. Où se trouve la polysomnographie de Josette? Où se trouve la polysomnographie de Nicole? Où se trouve Gérard? Donc, je voudrais que vous fassiez dans votre tiercé. Votre tiercé, réfléchissez un petit peu et on peut juste analyser un petit peu ces hypnogrammes. Donc, l'éveil est au-dessus, le sommeil paradoxal est là. Donc, sur cette polysomnographie, je note deux cycles avec un REM ici, un autre REM ici. Il y a un éveil prolongé ici. Voici l'oxymétrie en lien avec cet hypnogramme. Un autre hypnogramme ici qui est complètement différent, avec une désaturation, un profil oxymétrique un peu différent, et puis en dessous encore un peu différent. Et donc, je voudrais que vous fassiez votre tiercé, où se trouve Josette, où se trouve Nicole, où se trouve Gérard. Josette a 80 ans, avec un IMC à 23,
un index d'apnée-hypopnée à 27, Nicole 73 ans avec un IMC à 22, les deux ne sont pas obèses, leur IH est très similaire. Grosso modo, tous ces trois patients ont quasiment des IH identiques. IH identiques. Gérard est un peu obèse, c'est juste Gérard qui est euh, donc j'ai Gérard 3. Donc Gérard 3, est-ce qu'il y a une unanimité dans la salle? Qui est le numéro 1? Nicole numéro 1. Josette 2. Gérard 3. Vous voulez les réponses? Zut alors! Zut alors! Eh bien, voilà. Et c'est la réalité, c'est ça. Et on se trompe. On se trompe. On se trompe. Pardon? Ah, ça, c'est ça, d'accord. On a eu le tiercé dans le désordre. Oui, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Bon, donc, c'est important. Et Josette, dans cette histoire, c'est celle qui fait un profil de SAS en lien avec le sommeil paradoxal. Vous voyez les touffes de désaturation qui sont concomitants de... Vous voyez, c'est du sommeil paradoxal, désature énormément. Sommeil paradoxal, désature énormément. Sommeil paradoxal, désature énormément. L'école est dépressive. Voilà, mais c'est pour vous illustrer effectivement, parfois la clinique est trompeuse et les préjugés que nous avons effectivement par rapport à des schémas que nous avons en tête peuvent être complètement faussés avec une polysomnographie. Et effectivement, SAS pendant le REM et les liens avec le diabète. Le SAS en REM est associé à un mauvais contrôle glycémique chez les diabétiques si PPC comment dire, si l'observance avec PPC est supérieure à 4, on note également dans cette population une amélioration de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée dans cette étude américaine. Donc, le SAS en lien avec REM et le diabète peuvent avoir des connexions. Toujours, le SAS pendant le REM est souvent associé à l'hypertension artérielle, à des complications cardiovasculaires. Ça, c'est également une autre notion que nous devons garder à l'esprit. C'était juste quelques exemples. On peut pas, on peut les multiplier ces exemples, et ça sera pas mon propos, mais c'était juste pour vous donner des idées des particularités de ces phénotypes polysomnographiques et de leur lien avec les comorbidités. Que dire des endotypes? Les endotypes, ce sont des sous-types d'une maladie définie par un mécanisme fonctionnel ou physiopathologique unique ou distinctif. Et dans le cadre de syndrome d'apnée du sommeil, les endotypes peuvent impliquer des problèmes de mécanique respiratoire et de morphologie crânio-faciale, de l'obésité, les fonctions de micro-éveil, mais également la fonction des muscles des voies aériennes supérieures, mais aussi on peut inclure le mouvement des fluides, le fluid shift concept. Et un phénotype spécifique peut englober plusieurs endotypes. Toujours dans ce contexte, les endotypes, on peut les aborder sur le plan anatomique. Chez un sujet normal, effectivement, il n'y a pas d'excès de tissu mou, le cadre osseux est approprié, la taille des voies aériennes supérieures ne pose pas de problème. Chez l'obèse, on a un excès de tissu mou, le cadre osseux n'est pas pathologique, mais cet excès de tissu mou rétrécit les voies aériennes supérieures et empêche le passage aérien. Mais par contre, d'autres anomalies maxillofaciales, sans excès de tissu oropharyngé, dans lesquelles on trouve une réduction de cadre osseux qui contribue également au rétrécissement des voies aériennes supérieures. Donc c'est une explication mécanistique de certains nombres d'apnées du sommeil. Mais également, il y a des mécanismes non anatomiques qu'on peut aussi qualifier de neuromusculaires
dans les mécanismes physiopathologiques, notamment dans le cadre de ces endotypes. Une équipe américaine a proposé 4 traits physiopathologiques ou 4 endotypes dans lesquels il y a cette notion de pression critique de fermeture des voies aériennes supérieures qui est diminuée, dans lequel on trouve également le seuil d'éveil qui est diminué et l'augmentation de la réponse ventilatoire au stimuli qui est augmenté, ce concept de loop gain, et puis la faible réactivité, la faible réponse des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, que ça peut aussi impliquer une neuropathie, on en parle davantage, neuromusculaire, enfin une neuropathie des voies aériennes supérieures d'étiologie multiple. Alors, pour résumer tout ça, je pense que dans les endotypes, on doit considérer effectivement l'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures de cause anatomique. L'obésité est une cause possible avec une forte adiposité céphalique. La morphologie crânio-faciale constitutionnelle ou encore les morphologies ethniques ou encore des malformations crânio-faciales qui peuvent contribuer à cet endotype. L'autre, c'est l'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures de cause fonctionnelle. Ça, c'est également très important et c'est un concept qui va faire l'objet de travaux dans les années à venir très probablement. C'est la notion de déplacement céphalique des liquides pendant la période nocturne, notamment on l'a vu dans le cadre des apnées centrales et aussi de l'insuffisance cardiaque. Le décubitus dorsal également contribue à ce problématique fonctionnelle. Je disais des atteintes neuromusculaires des voies aériennes supérieures. Il y a la polyneuropathie du diabétique, de l'insuffisance rénale. Il y a la neuropathie pharyngée dans un contexte de bronchopathie chronique. Il y a la maladie de Parkinson avec des troubles de la déglutition. Est-ce que vous êtes déjà aventuré à appareiller un Parkinsonien apnéique? Vous avez dû avoir beaucoup de difficultés et ce sont des patients que je déteste. Donc, peut-être je ne suis pas le seul et ceux qui font du sommeil et de PPC savent combien c'est difficile, mais probablement il y a des problèmes de neuropathie des voies aériennes supérieures en lien ou pas avec des troubles de la déglutition. En plus, si mon patient parkinsonien a des troubles de la déglutition, je refuse même de faire une titration et de m'aventurer dans des choses pareilles. Oui, alors, curseur. Oui. La réduction de l'activité des muscles des voies aériennes supérieures, ça c'est le sujet âgé, c'est la sarcopénie, perte musculaire, mais également perte de la fonction musculaire. On perd des fibres musculaires avec le vieillissement, mais également les fibres musculaires que nous avons, les muscles que nous avons perdent leur force et leur fonctionnalité. Et c'est pareil pour les voies aériennes supérieures probablement. La diminution du seuil d'éveil, c'est l'hyperéveil nocturne, l'augmentation du seuil d'éveil et l'instabilité du contrôle ventilatoire, encore une fois, cette notion de loop gain. Je dois aller plus vite peut-être, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on doit reprendre dans un quart d'heure. D'accord. Prenez votre temps. Vous me donnez combien de temps que je puisse me... Prenez votre temps rapidement. Non mais j'ai des infos... Prenez rapidement votre temps. Entendu. Alors, donc on doit également considérer, on doit sortir de PPC pour tout le monde ou uniquement PPC. On doit être désormais capable de combiner un certain nombre de traitements dans la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil à travers ces phénotypes, à travers ces endotypes. Eh bien, en ce qui concerne les phénotypes synopes qu'on a déjà évoqués, eh bien, dans le syndrome d'apnée du sommeil, et nous allons essayer de voir derrière les phénotypes synopes qu'est-ce que nous pouvons avoir comme endotype. Eh bien, pour le profil, le phénotype S, on trouve souvent une baisse de l'activité des muscles des voies aériennes supérieures chez certains patients, une morphologie crânio-faciale inadaptée ou une forte adiposité céphalique. Chez le profil insomniaque anxio-dysthymique, on trouve une hyperactivation sympathique nocturne,
une tachycardie nocturne, une tension artérielle de profil non deeper et une diminution du seuil d'éveil avec hyper-éveil. Chez les siesteurs et somnolents, on trouve des dettes de sommeil chronique en quantité et qualité. Chez les obèses et les personnes âgées, derrière, on trouve des endotypes comme contrôle ventilatoire instable, des apnées longues et augmentation du seuil d'éveil. Et chez les patients profil comorbide, on trouve une augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures. Mais on peut aussi, un phénotype peut avoir d'autres explications, comme c'est le cas des comorbidités et des obèses. Ensuite, quels sont les traitements que nous pouvons proposer pour ces endotypes? Eh bien, à partir de ce phénotype, à partir de cet endotype, peut-être demain, nous serons amenés à utiliser davantage de pacemakers de l'hypoglosse ou une chirurgie d'avancée mandibulaire, et la PPC sera considérée peut-être en troisième position pour ce type de profil. Mais en tous les cas, quand il y a une diminution de l'activité des muscles des voies aériennes supérieures, peut-être en première intention, ça ne sera pas la PPC, mais un pacemaker. Bien évidemment, ces méthodes thérapeutiques ne sont pas encore suffisamment rodées, mais ça sera peut-être les traitements de demain. Alors, pour ces profils insomniaques avec hyperactivation sympathique nocturne, peut-être on va être amené à utiliser une PPC, mais associer des traitements bêta-bloquants pour la période nocturne, pour tachycardie nocturne, pour hypertension non-hyper nocturne. Peut-être pour les formes classiques hypersomnolents, la PPC sera le traitement unique, mais chez les obèses, PPC, BIPAP, amaigrissement, peuvent être des alternatives, voire combinées. Et puis, chez des patients, effectivement, avec une augmentation des résistances de voies aériennes supérieures avec des comorbidités multiples, on peut effectivement proposer des thérapies positionnelles, surélever la tête du lit, éviter l'accumulation céphalique des liquides, des diurétiques peuvent être des choses qu'on peut proposer. Je termine avec deux diapositives de conclusion. Donc, premièrement, le SAS obstructif est une affection hétérogène de par sa symptomatologie clinique et les mécanismes physiopathologiques qu'elle met en jeu. Le phénotypage passe par le recueil des informations cliniques et l'analyse fine des données polysomnographiques au-delà d'une simple index apnée-hypopnée qu'on a vu avec la trilogie, avec la TRC de tout à l'heure. Et le questionnaire SYNOP a pour objectif de classer les patients apnéiques en différents sous-groupes cliniques homogènes et identifier des mécanismes physiopathologiques spécifiques, notamment les endotypes. Le phénotypage et l'endotypage peuvent être intégrés dans la pratique clinique, et puis l'enjeu majeur de cette approche est l'application et la mise en place d'une médecine ciblée, personnalisée. Comme hier, je vous parle de notre DU et je vous remercie infiniment à la fois de votre accueil, de votre patience et de Merci beaucoup. Avant de quitter la salle, moi je voudrais poser une question pour tout le monde. Vous avez annoncé dans votre préambule introductif que vous allez nous parler des limites du seuil de mise en place des PPC, c'est-à-dire le chiffre fatidique de 30. Oui. Est-ce que, d'après vous, le phénotypage, actuellement tel qu'il est conçu, peut-être appliqué de façon systématique demain, va nous permettre de faire varier ce seuil pour l'indication de la PPC? Très bonne question, merci, effectivement. Et quand je parle de phénotypage, je parle de phénotypage clinique. Je pose des bonnes questions. Je l'avais déjà remarqué, mais je l'annonce publiquement. Alors, quand je parle de phénotypage, je parle de phénotypage clinique et de phénotypage polysomnographique. Bien évidemment, phénotypage clinique et polysomnographique doit être notre outil principal pour appareiller ou ne pas appareiller un certain nombre de patients. Hier, je donnais un exemple à des jeunes médecins. Je disais, l'index d'apnée-hypopnée, qu'est-ce que c'est? C'est un index
un peu fourre-tout dans lequel vous avez des apnées avec une physiopathologie complètement différente, vous avez des hypopnées avec hypoxie, vous avez des hypopnées avec micro-éveil. Ça veut dire quoi? Dans le même sac, dans le même panier, je mets des pastèques, des apnées, je mets des abricots hypopnées avec hypoxie, je mets des cerises hypopnées avec micro-éveil. Vous voyez un petit peu le lien, l'image que je donne à cet index d'apnée-hypopnée dans lequel vous avez des pastèques, des abricots et des cerises. Est-ce que c'est la même chose? Non, l'apnée n'est pas égale à l'hypopnée avec micro-éveil, hypopnée avec hypoxie n'est pas égale nécessairement à une apnée. Donc, tous ces événements respiratoires ont une signification physiopathologique complètement différente. Prenons l'exemple d'un index d'apnée-hypopnée à 30 composé exclusivement d'hypopnée avec micro-éveil sans hypoxie. Prenons l'autre exemple opposé. Un index d'apnée-hypopnée exclusivement composé d'apnée. Est-ce que physiopathologiquement, c'est deux patients identiques? Mais bien sûr que non. Et nécessairement, je me bats depuis des années contre cet index d'apnée-hypopnée, à la fois pour appareiller, mais à la fois pour signaler la sévérité d'un syndrome d'apnée de sommeil. Il y a des patients avec des IAH à 35, 34 que je refuse d'appareiller. Eh bien, il y a des patients avec un IAH à 18 que je me précipite d'appareiller. Merci beaucoup. Bravo.